Bonjour, on va discuter aujourd'hui, on va parler de réabsorption. Alors, on rappelle qu'on se situe dans cet UE2,6 de l'appareil urinaire. On a déjà mis en évidence la formation de l'urine, réabsorption, filtration, sécrétion qui sont les trois mécanismes. On a donc déjà discuté de filtration. Il nous reste à parler de DFG, de la réabsorption et de la sécrétion. Alors, pour la régulation du DFG, deux modes principaux de régulation, ce qu'on appelle le réflexe myogène et l'appareil juxtaglomérulaire qui va remplir sa fonction. Alors, pour le réflexe myogène, c'est très simple. Donc, on retrouve ici l'artère afférente, le glomérule, l'artériole efférente, avec la capsule, la filtration se fait ici, le tubule urinaire et bien sûr le tube collecteur à la fin. Donc, l'artériole afférente. Si la pression artérielle est plus forte ici, vous allez stimuler au niveau de cette artériole afférente ce qu'on appelle un réflexe myogène, c'est-à-dire que vous allez stimuler les cellules musculaires qui entourent cette petite artériole et naturellement, en réflexe, cette artériole va se vasoconstriction, c'est-à-dire diminuer son diamètre. Donc, augmentation de la pression artérielle et conséquence, diminution du diamètre de cette artériole. La conséquence, c'est que si vous diminuez le diamètre de cette artériole, alors il y a moins de sang qui pénètre dans le glomérule, et donc vous n'augmentez pas le DFG. Car si la pression artérielle augmente, vous avez plus de sang qui rentre. S'il y a plus de sang, vous augmentez la pression qu'il y a dans le glomérule, et donc vous augmentez la filtration. Donc, augmentation de la pression artérielle, réflexe myogène, il n'y a pas plus de sang qui rentre dans le glomérule, et donc la filtration reste constante. Ça, c'est le premier mécanisme d'autorégulation. Le deuxième mécanisme, si malgré tout ça, il y a quand même augmentation de la filtration, pour d'autres facteurs que la pression artérielle. Alors, augmentation de la filtration, vous avez donc plus d'urine ici primitive, donc plus d'urine en formation. Le débit urinaire augmente. L'augmentation de débit urinaire va être euh, euh, détectée ici au niveau de la macula densa, qui sont des cellules du tube contourné distal. Cette information va passer vers l'artériole afférente qui est juste à côté. Ça, c'est ce qu'on appelle l'appareil juxtaglomérulaire. Je rappelle que le tube contourné distal touche l'artériole afférente. Il y a donc communication entre les cellules du tube contourné distal vers les cellules de l'artériole afférente. Conséquence, il y aura vasoconstriction ici. Donc je rappelle, je résume, augmentation ici de la filtration, plus d'urine, c'est détecté ici, et on va avoir comme réponse vasoconstriction. Donc moins de sang qui rentre dans le glomérule, et donc diminution de la filtration. Vous voyez, donc c'est un réflexe, j'augmente la filtration, je fais en sorte de la diminuer. Donc au final, ce DFG est régulé. On fait en sorte que la filtration soit toujours identique dans des conditions physiologiques. Il existe d'autres mécanismes qui touchent au DFG, mais leur but n'est pas de réguler le DFG. Ce sont notamment le système nerveux sympathique et c'est notamment des hormones comme l'angiotensine, mais ces deux derniers systèmes ont pour fonction de réguler la pression artérielle, pas le DFG. Si on discute maintenant de réabsorption, ici la réabsorption du sodium, j'ai donc ici une cellule du tube contourné proximal ou distal, n'importe lequel en fait. Okay, donc on a de ce côté-là l'urine, on est capable de situer l'urine ici parce que vous avez ici les microvillosités de la cellule absorbante, qui est ici, et du côté ici, vous aurez le liquide interstitiel, donc globalement le capillaire sanguin qui repasse, c'est-à-dire les capillaires péritubulaires. Du côté basal, ici, vous avez la pompe sodium-potassium. Donc le fonctionnement est simple, c'est un transport actif, donc cette pompe sodium-potassium va transporter le sodium de la cellule vers l'extérieur, donc vers le sang. Du coup, puisque vous pompez le sodium ici, eh bien, il y a moins de sodium dans la cellule, la concentration de sodium dans la cellule est basse, et du coup, vous avez un gradient, c'est-à-dire vous avez une différence de concentration entre le sodium qui est dans l'urine ici et le sodium qui est ici dans la cellule. Plus ici, moins ici, donc forcément le sodium a tendance à vouloir
équilibrer ces différences de concentration et donc à rentrer. Cette différence sodium ici extérieur et intérieur s'appelle un gradient de concentration. Il y en a plus ici que là. Et donc, vous avez ici une force potentielle comme un barrage hydroélectrique où l'accumulation d'eau en haut amène une grande force. Si vous ouvrez ici grâce à un canal à sodium, alors le sodium va rentrer en force dans la cellule. Donc, acte 1, la pompe enlève du sodium de la cellule, vous créez un gradient de concentration et donc le sodium de l'urine va rentrer dans la cellule. Donc au final, vous avez la réabsorption parce que, on pourrait dessiner ici, une flèche qui part de l'urine vers le sang, et cette flèche, ce serait la réabsorption, puisque la molécule qui est dans l'urine revient dans le sang, dans les capillaires péritubulaires qui sont de ce côté-là. Voilà pour cette réabsorption de sodium et le fonctionnement. Le transport du sodium est très important parce qu'en fait, on va utiliser ce gradient de sodium. Alors, sur ce schéma un peu compliqué, on retrouve ici notre cellule, l'urine est ici, le sang est ici, et on retrouve ici, ce qui nous intéresse, le gradient de sodium, c'est-à-dire peu dans la cellule, beaucoup ici. Ça représente une force, le sodium veut rentrer. Il existe des molécules transporteurs qui peuvent transporter deux molécules en même temps, à la fois le sodium et une molécule que je vais appeler X, ça peut être du glucose, des acides aminés, n'importe quoi. Et en fait, on utilise la force de sodium qui rentre pour faire entrer une autre molécule. Ça s'appelle un sympore, ça s'appelle un transport actif secondaire. Pourquoi c'est un transport actif? Parce qu'on a besoin ici de la pompe sodium-potassium pour créer le gradient, et donc on a besoin d'énergie ici. Donc l'énergie permet de pomper, grâce à cette pompe sodium-potassium, le sodium, créer le gradient de concentration de sodium, et ce gradient de concentration de sodium est utilisé pour faire entrer d'autres molécules. Énormément de molécules utilisent ce type de transport, sympore au sodium, glucose, acides aminés, donc tout ça sont des substances qui sont très utiles et ça va donc permettre de réabsorber énormément de substances. Il existe aussi des antipores, alors on utilise dans ce cas-là le gradient de sodium, plus de sodium ici, moins de sodium ici dans la cellule, on utilise cette force pour faire sortir d'autres molécules. Ça s'appelle un antipore, donc certaines molécules sortent comme ça. Attention, là maintenant c'est une sécrétion bien sûr, puisque on va sécréter la molécule ici H+, des protons, de la cellule vers l'urine, et donc on va avoir plus de protons dans l'urine, donc ici c'est une sécrétion. Donc le sodium est utilisé pour réabsorber le sodium bien sûr, mais est utilisé également pour faire réabsorber beaucoup d'autres molécules et éventuellement également en sécréter. Globalement, le sodium est primordial dans tous ces problèmes de réabsorption, puisque une fois que le sodium est réabsorbé, d'autres ions vont suivre le sodium, donc réabsorption d'autres ions qui sont liés au sodium. Et une fois que les ions sont passés, on peut voir que du coup la concentration en ions ici est plus faible dans l'urine que dans le sang, donc l'eau va vouloir par osmose rééquilibrer ça, et donc au final l'eau suit. Donc le transport sodium est un transport qui va permettre globalement de réabsorber énormément d'autres molécules. Donc c'est un transport extrêmement important. Si on discute maintenant de la réabsorption du glucose, le glucose c'est un sympore sodium. Le glucose va pénétrer dans la cellule grâce au gradient de sodium. Vous avez ici un transporteur à la fois sodium et glucose. On utilise la force d'entrée de sodium pour faire entrer le glucose. Donc le glucose, c'est un transport actif secondaire parce qu'on utilise la pompe sodium qui est ici, la pompe sodium-potassium, pour créer un gradient de sodium et on utilise ce gradient de sodium pour faire entrer le glucose. Donc ici vous avez un transport actif secondaire, on a besoin de l'énergie pour ce gradient de sodium, et de l'autre côté du côté de la membrane basale, forcément, si vous faites rentrer activement du glucose ici, la concentration cellulaire en glucose devient forte, plus forte que celle qui est dans le sang, donc du coup le glucose ensuite passivement va passer du plus concentré vers le moins concentré. Vous avez donc ici réabsorption de glucose puisque on passe de l'urine vers le sang. Capillaires péritubulaires, qui, je vous rappelle, font suite à l'artériole efférente.
Si on discute un peu maintenant du seuil de réabsorption du glucose, alors on a ici notre cellule absorbante avec le côté urinaire ici, on le reconnaît grâce aux microvillosités. Donc ici vous avez l'urine qui est en formation qui passe, alors attention elle n'est pas statique, hein, elle coule donc elle passe, et de l'autre côté bien sûr de cette cellule vous avez le sang. Alors pour ce cas-là j'ai pris une glycémie normale. J'ai schématisé 2 molécules de glucose et j'ai schématisé dans la cellule absorbante 3 transporteurs, cotransport sodium-glucose. Alors, glycémie normale, ça veut dire qu'il y a une certaine quantité de glucose entre, autour de 1 g par litre dans le sang. On parle bien dans le sang, glycémie c'est le sang. Forcément, grâce à cette glycémie normale, à l'issue de la filtration, vous allez avoir une certaine quantité de glucose dans l'urine. On retrouve ici 2 glucoses dans l'urine qui passent. Ce qui va arriver, c'est que forcément, ici, vous avez 2 molécules de glucose, vous avez 3 molécules, 3 transporteurs glucose, donc ces glucoses qui sont dans l'urine vont être réabsorbés dans la cellule, puis ensuite vont se retrouver forcément dans le sang par transport passif. Donc, au final, lorsque j'ai fait ça, dans l'urine, il me reste plus de glucose. Urémie égale 0. Ce qui, dans un cas physiologique, dans une glycémie normale, est logique. Il n'y a pas de glucose dans l'urine. Le glucose est une substance utile à l'organisme. Il n'y a pas lieu de l'évacuer dans l'urine. Donc, en cas de glycémie normale, tout simplement, tout le glucose est réabsorbé. C'est une réabsorption totale. Donc, vous avez du glucose dans l'urine primitive avant qu'on réabsorbe, mais dans l'urine définitive, urémie, vous n'avez plus de glucose. Alors, ici, vous avez ce qu'on appelle la glycémie seuil, c'est-à-dire c'est la glycémie, généralement autour de 1,8 g par litre, chiffre qui n'est pas à connaître bien sûr. Alors, à cette glycémie seuil, alors, vous avez une glycémie plus élevée, et donc vous avez plus de glucose dans l'urine primitive. Cette glycémie seuil correspond en fait au même nombre de transporteurs disponibles sur toutes les cellules absorbantes. Donc, comme j'avais 3 transporteurs à glucose, pour une cellule évidemment, j'ai schématisé 3 glucoses. Il va y avoir donc à nouveau réabsorption totale de glucose, mais on voit que tous les transporteurs sont utilisés. On dit que les transporteurs sont saturés. Conséquence, évidemment, ces glucoses vont passer dans le sang, revenir dans le sang, et l'urémie est toujours égale à 0. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que tous les transporteurs sont utilisés, on est au transport maximal de glucose, on ne pourra pas transporter plus. D'où le terme de glycémie seuil. Glycémie seuil veut dire c'est la glycémie maximale pour laquelle on peut réabsorber tout le glucose. Pour la glycémie seuil, on a encore une urémie de 0. Si on va encore au-dessus, on est alors à ce moment-là en hyperglycémie. J'ai représenté dans ce cas-là, filtration. On a 5 molécules de glucose qui passent dans l'urine primitive, je les retrouve dans l'urine en formation. Sur ces 5 molécules de glucose, je ne peux en transporter que 3, puisque c'est mon transport maximal. Donc lorsque j'aurai transporté mes glucoses, je les retrouve ici dans la cellule, et évidemment, ils vont se retrouver dans le sang. Maintenant, la différence, c'est qu'on voit que des molécules de glucose qui sont dans l'urine ne sont pas transportées. L'urémie ne sera pas égale à 0. Vous avez une urémie qui va être supérieure à 0. C'est un cas de pathologie. Il n'est pas normal d'avoir du glucose dans le sang. On est donc bien sûr ici en pathologie. L'infection particulière, souvent on peut discuter ici, c'est bien sûr le diabète sucré. On est en cas de diabète sucré, on est en hyperglycémie, on dépasse les capacités de transport de glucose et donc on retrouve du glucose dans l'urine. C'est un moyen d'éliminer l'excédent de glucose qu'il y a dans le sang, tout simplement. L'excédent de glucose dans le sang étant dangereux puisque vous avez une augmentation de la pression artérielle sanguine et donc à terme vous avez des dégâts sur les artères au niveau notamment des yeux, du cœur, etc. Donc vous avez des pathologies qui se mettent en place.
Donc voilà, en cas d'hyperglycémie, on ne peut pas transporter tout le glucose, on transporte le maximum. Dans mon cas de mon schéma, nous en avions 3, et donc il y a du glucose qui reste dans l'urine, et donc on aura donc une urémie supérieure à 0. On peut traduire tous ces schémas par des courbes. Vous avez ici la courbe de filtration, puisque c'est marqué taux de filtration par glucose lorsque j'augmente la glycémie. Alors la discussion de cette courbe est très simple. Plus j'augmente la glycémie, plus la filtration augmente. Simple. Et vous avez sur ce graphique l'excrétion urinaire, c'est-à-dire en fonction de la glycémie, quand est-ce que je retrouve du glucose dans l'urine. On s'aperçoit que pour des glycémies faibles, l'excrétion est égale à 0, c'est ce qu'on vient de voir avant. Pour des glycémies fortes, on s'aperçoit qu'il y a une excrétion. On peut mettre les deux courbes, il faudrait à ce moment-là mettre une deuxième échelle, par exemple ici pour excrétion urinaire de glucose. On peut mettre les deux courbes sur le même graphique. Donc une courbe de filtration, une courbe d'excrétion. Excrétion veut dire glucose dans l'urine. Maintenant, comment peut-on discuter et mettre une courbe de réabsorption là-dessus? Il faut faire la relation entre l'excrétion, la filtration et la réabsorption. L'excrétion, c'est le résultat de la filtration, moins les molécules que l'on a réabsorbées, plus éventuellement les molécules qu'on a sécrétées. Dans le cas du glucose, il n'y a pas de sécrétion. Donc, la formule, c'est ce que je retrouve dans l'urine, c'est ce que j'ai filtré, moins ce que j'ai réussi à enlever par la réabsorption. Donc l'excrétion égale filtration moins réabsorption. Comme je cherche la courbe réabsorption, je transforme cette formule pour avoir réabsorption, je le passe de l'autre côté, et j'obtiens réabsorption, c'est la filtration moins l'excrétion. Je ne peux pas soustraire de courbes. Par contre, je peux soustraire les chiffres. Donc vous vous mettez par exemple à une glycémie de 100, vous prenez la valeur de filtration, vous prenez la valeur d'excrétion, donc la valeur de filtration elle serait ici, la valeur d'excrétion elle est égale à 0, et vous faites la soustraction et vous avez le point pour la réabsorption. En l'occurrence, filtration égale cette valeur-là, il faudrait lire, ici il n'y a pas d'échelle, donc on ne peut pas, mais c'est cette hauteur-là, et excrétion 0, donc mon premier point se situe là. Vous refaites par exemple ici à 150, filtration moins excrétion, on va voir que comme excrétion est toujours égale à 0, vous obtenez un deuxième point qui est ici, et jusqu'à 300, c'est très simple, la courbe de réabsorption va être située au même endroit que celle de filtration. Troisième point ici. Par contre ici, à partir de là, l'excrétion n'est plus égale à 0. Il faut donc faire la soustraction de la valeur filtration moins excrétion. Si je prends par exemple le point qui est ici, je vais donc faire cette valeur-là, filtration, moins, je fais une translation, moins cette valeur-là qui est la valeur d'excrétion, et vous aurez le point. Vous apercevez qu'en fait, la courbe filtration et excrétion est parallèle. Donc, quand vous faites la différence des valeurs de la filtration moins l'excrétion, vous aurez toujours cette valeur-là. Donc, les points suivants sont sur la même ligne. Vous obtenez donc ici, si je trace la courbe qui est ici, la courbe de réabsorption. Maintenant, sur une dernière chose, là, vous avez ici le taux de filtration, c'est le taux de filtration maximum, c'est ce qu'on va appeler le TMG, taux maximal de transport du glucose, ça correspond à la saturation des transports. Je ne peux pas transporter plus de glucose. Donc ma réabsorption, c'est la valeur maximale de la réabsorption, ici. Et à partir de là, j'ai du glucose dans l'urine, donc c'est ce qu'on appelle la glycémie seuil. Évidemment, glycémie seuil se lit sur l'échelle de glycémie, et TMG, qui est un taux de réabsorption, c'est une histoire de transport, se situe sur l'échelle de réabsorption. Pour la sécrétion, on ne va pas discuter ce schéma qui est compliqué, mais la sécrétion correspond à des molécules que je prends dans la cellule et que je vais remettre dans l'urine. Ça fait appel souvent à des antiports, ça fait souvent appel à des transports moléculaires assez compliqués, mais la sécrétion correspond à prendre des molécules, donc au final peut-être dans le sang, mais des molécules de la cellule tubulaire vers l'urine. Donc je retrouve des molécules ici en concentration plus grande que celles que j'avais dans le sang. Peut-être même des nouvelles molécules qui n'étaient pas présentes dans le sang et qu'on retrouve dans l'urine. On peut faire le même type de raisonnement que tout à l'heure pour trouver une courbe de sécrétion, soit par exemple le para-aminohypurate qui est un déchet du métabolisme azoté. Alors, vous avez ici le pH filtré,
il y a un petit peu de paraminohypurate dans le sang, et le paraminohypurate qui est excrété. Dans ce cas-là, on reprend les mêmes formules que tout à l'heure. L'excrétion est égale à filtration moins réabsorption plus sécrétion. Dans le cas précis du pH, il n'y a pas de réabsorption, donc la formule devient S sécrétion égale l'excrétion moins filtration. Donc on refait pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prend les valeurs de cette courbe-là, moins les valeurs de cette courbe-là, et vous obtenez les points. Donc par exemple, si vous mettez ici, pour une concentration plasmatique de pH de 0,5, vous faites la valeur, donc à peu près, je vais prendre 0,25, 0,25 moins ici cette valeur, peut-être 0,05, ça nous donne un point 0,0 à 0,2. Okay. Vous tracez cette courbe de sécrétion, et vous avez une courbe qui va ressembler à ça, puisque à partir de là, c'est pas tout à fait parallèle, donc on a une légère augmentation ici. La courbe en rouge, ici, c'est la courbe de sécrétion. Il suffit de faire la différence des valeurs de la courbe excrétion moins la courbe filtration. Pour terminer sur cette formation de l'urine, entre filtration, réabsorption et sécrétion, on a discuté que la filtration se situe au niveau du glomérule, que la réabsorption se situe pendant tout le trajet du néphron, tube contourné proximal, anse, tube contourné distal et tube collecteur. On voit que la réabsorption concerne toutes les molécules, par exemple, mais ces chiffres ne sont pas à connaître bien sûr, on voit que la plupart des réabsorptions se fait dans le tube contourné proximal, 65% de l'eau, 65% du sodium, du potassium, 100% du glucose, donc vous voyez une réabsorption qui est énorme ici. La seule chose qui nous intéresse, c'est que les réabsorptions qui se passent à la fin sont variables. Ici, on vous dit, c'est dans le tube contourné proximal, c'est 100% du glucose. Par contre, dans le tube distal et le tube collecteur, on voit que, par exemple, l'eau, c'est 5 à 9%, le sodium, 1 à 4%. Donc, ce qui est très important, c'est que les réabsorptions dans le tube collecteur sont variables. Elles sont soumises à l'action d'hormones. Donc, c'est ces réabsorptions qui vont permettre l'homéostasie.